Un millionnaire déguisé a demandé asile chez une femme pauvre pendant une tempête, mais ce qu'elle lui a raconté l'a rendu follement amoureux. La pluie tombait sans relâche sur la campagne normande, rythmée par les éclairs qui fendaient le ciel noirci. Émile Duret, âgé de 38 ans, fixait la route étroite à travers le pare-brise battu par l'averse. Son costume en cachemire était froissé, ses chaussures italiennes tachées de boue, mais ce qui le dérangeait le plus, ce n'était ni l'humidité ni l'inconfort. C'était le vide, ce silence pesant dans l'habitacle, miroir de son âme. Après avoir quitté précipitamment un gala d'affaires à Rouen, exaspéré par les sourires fins et les conversations intéressées, il avait pris la route sans destination précise, comme poussé par une force obscure. Alors que son esprit vagabondait, le moteur de son luxueux coupé fit un bruit sec avant de rendre l'âme. Aucun signal, aucun village en vue. Il jura doucement, enfila sa veste et sortit sous la pluie glaciale. Quelques centaines de mètres plus loin, il aperçut une faible lumière vacillante à travers les arbres. Une maison modeste, presque oubliée par le temps. Il s'approcha et frappa à la porte, hésitant. La porte s'ouvrit lentement. Une femme au visage fatigué mais au regard perçant se tenait là. Claire Rousseau, 34 ans, enseignante, de l'école primaire locale, veuve depuis 5 ans, ne s'attendait pas à une visite à une heure aussi tardive. Sa fille de 7 ans dormait déjà, blottie dans une chambre à l'étage. Claire examina l'homme trempé, qui semblait plus égaré qu'effrayant. Son instinct de prudence la poussait à refermer la porte. Mais quelque chose dans le regard d'Émile, un mélange d'orgueil blessé et de solitude, la fit hésiter. « Entrez », dit-elle finalement d'une voix ferme mais sans hostilité. Il la remercia d'un ton grave et pénétra dans l'entrée étroite. L'odeur du feu de bois, le parquet ancien, les murs ornés de cadres familiaux, tout contrastait avec l'univers aseptisé de ses appartements parisiens. Claire lui tendit une serviette propre, puis disparut un instant. Lorsqu'elle revint, elle portait un bol de soupe fumante. Émile s'assit à la table en bois massif, silencieux, tandis que Claire posait le bol devant lui. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous réchauffera. » Il hocha la tête, absorbé par la scène. Aucun personnel de maison, aucun verre en cristal, juste la chaleur d'un foyer vrai. Quelques instants plus tard, des pas légers descendirent les escaliers. Une fillette, aux boucles brunes, encore ensommeillée, entra dans la pièce. « Maman, qui c'est ?» demanda-t-elle d'une voix curieuse. Claire s'agenouilla. « C'est un monsieur dont la voiture est tombée en panne. Il va dormir ici cette nuit. » Émile sourit doucement. « Je m'appelle Émile. Et toi ?»« Jeanne. Tu as des enfants ?» Il fut pris de court, puis répondit avec douceur. « Non, pas encore. » Claire observa cette interaction, ses yeux trahissant une curiosité qu'elle s'efforçait de contenir. Lorsqu'elle borda Jeanne à nouveau, Émile promena son regard autour de la pièce principale, s'attardant sur les objets simples, sur le silence habité du lieu. Quand Claire revint s'asseoir, il tenta d'entamer la conversation, mais elle restait distante, polie, mesurée. À un moment, alors que le feu crépitait, elle murmura en regardant le vide « Il y a des promesses qu'on ne peut jamais tenir, même en y croyant très fort. » Émile voulut lui demander ce qu'elle entendait par là, mais elle se leva, annonçant qu'elle allait préparer un matelas dans le salon. Seul, allongé sur un vieux canapé au tissu râpé, Émile écouta la pluie tambouriner sur le toit. Le confort matériel lui manquait moins que d'habitude. Ce qui le troublait, c'était cette femme inconnue, cette maison hors du temps, et la sensation, étrange mais tenace, qu'il avait enfin mis les pieds dans un endroit réel. Le lendemain matin, un voile gris persistait sur le ciel normand. La pluie avait ralenti, mais la boue s'accumulait encore devant la maison, rendant les routes impraticables. Émile, levé de bonne heure malgré une nuit peu reposante sur le canapé trop court pour sa taille, regardait par la fenêtre le jardin détrempé. L'odeur du bois humide se mêlait à celle du café que Claire préparait silencieusement dans la cuisine. Aucun mot n'avait encore été échangé entre eux. Ce n'était pas une gêne palpable, mais plutôt une forme de respect, tacite, une coexistence prudente. La maison semblait flotter dans une bulle, où le temps s'étirait, lent et épais. Assis à la table rustique, Émile observait Claire qui déposait devant lui une tasse fumante. Elle portait un pull grossier, trop large, et ses cheveux étaient attachés à la hâte. Malgré l'apparente simplicité de son apparence, elle dégageait une forme de dignité qui surprenait Émile.
Il remercia poliment, la voix encore rauque, et goûta le café. Amer, authentique. Rien à voir avec les mélanges exotiques de ses habitudes citadines. Le regard d'Émile se posait parfois sur les objets autour de lui, une pile de livres usés sur une étagère bancale, une radio ancienne posée sur une commode, et un dessin d'enfant collé sur le frigo représentant une maison avec un soleil rayonnant malgré un ciel orageux. L'univers de Claire n'avait rien de spectaculaire, mais il dégageait une cohérence apaisante. Chaque élément semblait à sa place, imprégné d'un vécu qu'il ne comprenait pas encore. Jeanne descendit en courant, pieds nus, un cahier sous le bras. Elle salua Émile avec un sourire éclatant avant de se diriger vers sa mère pour un baiser du matin. Puis elle s'installa à côté de lui, feuilletant ses dessins. Claire, attentive mais discrète, surveillait la scène du coin de l'œil. « Tu vas rester longtemps ici ?» demanda l'enfant. Émile hésita un instant. « Je ne sais pas. Peut-être jusqu'à ce que ma voiture soit réparée. Il faut que la route soit dégagée aussi. C'est long parfois. Une fois, on est resté 3 jours bloqués, hein maman ?» Claire répondit par un sourire fugace sans quitter sa tâche de vaisselle. « Et tu fais quoi dans la vie? Tu travailles avec les plantes ?» Il sourit à cette question inattendue. Il avait mentionné, la veille, qu'il aimait les jardins. Il décida de s'y tenir. « On peut dire ça, j'aide à faire pousser des choses dans la ville. » Jeanne parut impressionnée. Claire, elle, leva à peine les yeux, mais Émile capta un léger froncement de sourcils. Elle n'était pas dupe. Pourtant, elle ne dit rien. Il sentit le poids de son propre mensonge s'accentuer. Il ne s'agissait pas d'un simple anonymat, temporaire. C'était une dissimulation délibérée. Et plus il restait, plus ce mensonge devenait pesant. Lorsque Claire sortit quelques affaires pour occuper Jeanne, elle proposa à Émile de l'accompagner dans l'arrière-cour. Il accepta, soulagé de quitter un instant l'atmosphère confinée. L'air frais et humide s'engouffra dans ses narines, et il suivit Claire en silence jusqu'au vieux cabanon où elle rangeait du bois. « Ce n'est pas très impressionnant, mais ça tient encore debout, » dit-elle en ouvrant la porte. Il observa les outils, les bûches entassées, le sol boueux. Elle prit 2 morceaux de bois, les lui tendit. Il les prit sans discuter. « Pas très habitué à ce genre de tâches, hein ? » ?»« Non, pas vraiment. Mais j'apprends vite. » Elle esquissa, un sourire à peine perceptible. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de volonté. Il acquiesça lentement. Ce genre de phrase, chez elle, n'avait rien de moralisateur. C'était une observation simple, nue, comme tout ce qu'elle exprimait. Ils rentrèrent sans un mot. À l'intérieur, le silence reprit ses droits. Mais ce n'était pas le même silence que la veille. Il avait changé de texture, moins froid, plus dense, comme si chacun commençait à apprivoiser la présence de l'autre. Lors du déjeuner, Émile complimenta la soupe de légumes. Claire remercia, toujours avec cette politesse distante. Mais lorsqu'il évoqua brièvement Paris, elle détourna le regard. « Vous n'êtes pas obligé de parler de là-bas. Ce monde ne m'intéresse pas. » Il se sentit piqué, non pas par orgueil, mais par la justesse de son désintérêt. Elle n'avait rien contre lui, mais tout contre ce que sa vie représentait. « Et qu'est-ce qui vous intéresse ?» demanda-t-il, après un long silence. Elle leva les yeux vers lui. « Ce qui reste quand tout le reste s'écroule. » Cette réponse le frappa plus qu'il ne l'aurait admis. Il détourna le regard, cherchant ses mots. Mais aucun ne semblait à la hauteur. Alors il garda le silence, respectueux. Le reste de la journée s'écoula lentement. Claire corrigeait des devoirs pendant que Jeanne dessinait. Émile lisait, un vieux roman trouvé sur une étagère. De temps en temps, leurs regards se croisaient, sans hostilité, sans promesse, juste cette étrange reconnaissance mutuelle d'une présence inattendue. En fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, Claire s'approcha de la fenêtre et murmura presque pour elle-même « On oublie vite que le silence peut aussi être un refuge. » Émile comprit alors qu'il n'était pas le seul à fuir quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ce silence partagé valait bien plus que 1000 conversations. La lumière du matin perçait doucement à travers les rideaux de lin. L'orage s'était enfin dissipé, ne laissant derrière lui qu'une brume tiède et persistante qui recouvrait la campagne comme un voile de coton. La maison de Claire paraissait suspendue hors du temps, et malgré l'humidité dans les recoins du plafond, une étrange tranquillité régnait. Émile s'éveilla avant les autres, sans bruit, comme s'il craignait de troubler l'équilibre fragile de ce lieu. Il s'étira, puis,
attiré par une curiosité discrète, parcourut les pièces d'un regard plus attentif. Il s'arrêta devant le mur du salon, où divers cadres encadraient des souvenirs figés. Son regard fut capté par une photo plus ancienne que les autres. Claire y apparaissait plus jeune, souriante, ses cheveux détachés, les yeux brillants de vie. À ses côtés, un homme au visage doux, les bras autour de ses épaules. L'image respirait une complicité naturelle, une joie sans artifice. Émile s'approcha lentement, comme si s'approcher trop vite risquait d'en altérer le souvenir. Il resta là quelques minutes, silencieux, absorbé. Claire le surprit dans cette contemplation. Elle se tenait derrière lui, une tasse à la main. Il se retourna, un peu gêné d'avoir été pris ainsi. « C'était lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour, désignant le cadre. Elle hocha la tête, posa sa tasse, puis s'assit dans le fauteuil près de la cheminée. « Antoine, mon mari. Il est mort il y a 5 ans. » La phrase était dite sans larmes ni tremblement, mais portait une densité que seul le deuil authentique peut contenir. Émile s'assit en face d'elle, respectueux, attentif. « Je suis désolé, murmura-t-il, conscient que ces mots n'avaient pas le pouvoir de réparer quoi que ce soit. » Claire fixa un instant la photo, puis détourna les yeux vers la fenêtre. Il avait un rêve. Il voulait transformer la vieille grange au bout du village en bibliothèque, pas juste un lieu avec des livres, mais un espace vivant, avec des ateliers, des lectures, des films pour les enfants. Un endroit pour penser autrement, pour se sentir moins seul ici. Émile, intrigué, fronça les sourcils. « Une bibliothèque ici? C'est ambitieux. » « Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas tenu. Il a tout mis dans ce projet, temps, énergie, argent. Il a écrit à des dizaines d'institutions, demandé des subventions, organisé des événements. Mais personne ne répondait. Il a fini par vendre sa voiture pour acheter les premières étagères. Puis, un jour, il est allé sur le toit pour réparer une fuite et il est tombé. Le silence qui suivit fut épais, saturé d'une douleur qu'Émile n'osait toucher. Il comprenait à présent ce qu'elle avait voulu dire la veille en parlant de promesses non tenues. Ce projet, cette bibliothèque, c'était plus qu'une idée. C'était la trace d'un espoir brisé, encore suspendu dans l'air. Claire reprit plus doucement. « Depuis, j'essaie de continuer un peu. J'ai gardé les livres, je lis aux enfants à l'école, j'organise des après-midi dans la salle des fêtes quand je peux. Mais seul, avec Jeanne, ce n'est pas facile. Et puis ici, on oublie vite ceux qui rêvent trop grand. » Émile sentit quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était pas de la pitié. C'était une forme d'admiration mêlée à une amertume profonde. Lui qui avait bâti un empire financier n'avait jamais lutté pour quelque chose d'aussi désintéressé. Il s'était battu pour des chiffres, pour du prestige, pour éviter l'échec, plus que pour embrasser une cause. « C'est étrange, dit-il après un moment. J'ai grandi dans les musées, les galeries, les écoles de commerce. On m'a toujours dit que la culture était essentielle, mais uniquement si elle servait à briller. Vous parlez d'une culture qui répare. » Claire le regarda, surprise par la justesse de ses mots. « C'est ça. Lire à un enfant qui n'a jamais eu de livre chez lui, c'est lui ouvrir une fenêtre. Peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais parfois, une fenêtre suffit. » Il hocha la tête, touché malgré lui. Le poids de son anonymat devenait presque insupportable. Lui, Émile Duret, dont le nom figurait sur les façades de fondations artistiques à Paris, écoutait cette femme parler d'un combat que lui-même, avec tous ses moyens, n'avait jamais envisagé. Et il comprenait peu à peu que tout ce qu'il fuyait dans sa vie, le luxe vide, les décisions guidées par les profits, les soirées sans âme, trouvait un écho ici, dans cette maison modeste, où chaque mot semblait avoir un sens. Ils restèrent là longtemps, sans rien dire, chacun plongé dans ses pensées. Jeanne les rejoignit un peu plus tard, une poupée dans les bras. Elle grimpa sur les genoux de sa mère, joua avec ses cheveux, puis regarda Émile avec l'insouciance des enfants. « Tu vas venir avec nous à l'école demain ?» Claire sourit. « Ce n'est pas sûr qu'il soit encore là. »« Mais s'il est gentil, il peut rester, non ?» Émile répondit d'un sourire, incapable de formuler une réponse. Ce soir-là, après avoir aidé Claire à ranger la cuisine, il retourna s'asseoir près du portrait. Il contempla à nouveau ce visage d'homme inconnu, ce sourire qui semblait à la fois bienveillant et ferme. Il se demanda ce qu'Antoine aurait pensé de lui. D'un homme riche cachant son nom, trouvant refuge dans une maison étrangère sans rien offrir en retour. Il se sentit petit,
mais aussi étrangement déterminé. Ce regard figé dans le cadre lui rappelait que certains rêves ne mouraient jamais vraiment. Ils attendaient simplement qu'un autre cœur les porte un peu plus loin. La pluie avait cessé depuis longtemps, mais dans le silence de la nuit, les échos d'un idéal blessé continuaient de résonner entre les murs de cette maison, enveloppant Émile dans une certitude nouvelle. Il n'était pas venu ici par hasard. La nuit s'annonçait lourde même après la tempête qui, la veille, avait battu la campagne normande. Une accalmie fragile régnait, mais dans l'air subsistait cette tension imperceptible qui précède une nouvelle tourmente. La maison de Claire, entourée d'arbres détrempés et de champs noyés de brume, paraissait à nouveau menacée par un ciel incertain. Émile, assis dans le salon, sentait que quelque chose de différent planait. Ce n'était pas seulement le climat. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient anticipé l'imprévu. Jeanne s'était endormie tôt, fatiguée par une journée passée à dessiner et à poser 1000 questions à Émile. Claire, elle, triait silencieusement des documents dans une vieille boîte en métal, accroupie près d'un meuble au tiroir capricieux. L'ambiance était calme, presque trop calme, jusqu'à ce qu'un grondement profond vienne troubler le silence. Le tonnerre, sourd et lointain, se fit entendre une première fois, suivi d'un éclair bref qui déchira la pénombre. Claire se leva aussitôt, les sourcils froncés. Émile, alerté par son regard, se mit debout à son tour. « Je pensais que ça s'était calmé, dit-il. Moi aussi. Mais parfois, ici, les orages reviennent par surprise. » Un nouveau fracas éclata plus proche cette fois, puis un craquement étrange, venu du toit, leur fit lever les yeux en même temps. Claire se précipita vers la porte arrière et l'ouvrit. Une bourrasque de vent mêlée de pluie pénétra dans la pièce, soulevant les rideaux et faisant trembler les vitres. « Vite, aidez-moi avec les bassines !» Le toit fuit, surtout dans la chambre du fond. Sans attendre, elle disparut dans un couloir. Émile la suivit, les pieds glissant sur le carrelage humide. Dans la pièce indiquée, l'eau gouttait en un rythme rapide du plafond, formant une flaque au centre. Claire plaçait déjà une bassine, puis un seau en plastique. Elle essuya rapidement une étagère avec un torchon et poussa un meuble loin de la fuite. « Je peux faire quelque chose ?» demanda Émile mal assuré. « Prenez ces serviettes et mettez-les sous la fenêtre. Elle laisse passer l'eau quand le vent vient du nord. » Il s'exécuta maladroitement d'abord, puis avec plus d'efficacité. Il s'étonnait lui-même de son implication. Lui, qui n'avait jamais manié autre chose qu'un stylo ou un clavier, se retrouvait à éponger un sol détrempé dans une maison rustique en pleine campagne. Pourtant, il ne s'en plaignait pas. Il ressentait au contraire un curieux sentiment d'utilité, même si chaque mouvement révélait son manque d'habitude. Claire, concentrée, ne le jugeait pas. Elle lui montrait, avec des gestes rapides, ce qu'il fallait faire et il apprenait. « Vous avez souvent ce genre de problème ?» demanda-t-il entre deux allers-retours. « Chaque hiver. Je fais ce que je peux. Le toit est vieux. Antoine voulait le refaire, mais... » Elle s'arrêta net, comme si prononcer son nom suffisait à raviver trop de souvenirs. Il n'insista pas. Le silence revint, ponctué seulement par le clapotis des gouttes sur les plastiques, étalés. Un nouveau coup de tonnerre fit trembler les vitres. Émile regarda Claire, occupée à replacer un seau. « Je ne sais pas comment vous faites. Vivre ici, seul, avec tous ces imprévus, ça doit être épuisant. » Elle haussa les épaules, sans amertume. « On s'y fait. Quand on n'a pas le choix, on apprend à faire avec. Ce n'est pas le plus difficile, en réalité. » « Et qu'est-ce qu'il est ?» Claire releva la tête, le fixa un instant. Il lut dans ses yeux une réponse muette, comme un monde qu'elle ne voulait pas déballer. Puis elle répondit enfin, la voix basse. « Le silence, parfois. Quand il devient trop grand, quand il couvre même les souvenirs. » Émile baissa les yeux. Il comprenait. D'une autre façon, il vivait lui aussi ce silence, celui d'un monde saturé de bruit mais vide de sens. Là, dans cette maison de village, il sentait que ces silences n'étaient pas vides. Ils portèrent le poids de vies entières. Un courant d'air fit claquer une porte au loin. Claire soupira. « Je crois qu'une des fenêtres de l'étage est mal fermée. Restez ici, je reviens. » Mais il ne la laissa pas faire seule. Il la suivit, malgré son regard surpris. Dans l'escalier étroit, la lumière vacillait. Ils arrivèrent dans une chambre mansardée où une pluie fine s'infiltrait par un battant entrouvert. Claire s'approcha pour le refermer, mais le vent s'engouffra, manquant de la faire reculer. Émile intervint rapidement, l'aidant à pousser la fenêtre jusqu'à la fermeture.
Ils restèrent là, côte à côte, essoufflés, mouillés. Puis, sans prévenir, ils se mirent à rire. Un rire bref, franc, libérateur. Un rire qui jaillissait de la fatigue, de l'absurde de la situation, de la tension relâchée. Claire s'assit sur le lit, Émile à côté d'elle, le souffle court. « Vous avez de l'humour, dit-il, surpris. Heureusement. Sinon, je ne serais pas resté ici. » Le silence qui suivit fut plus léger que les précédents. Il n'était plus une barrière, mais une pause, un souffle partagé. Émile la regarda, puis osa une question. « Est-ce que vous avez déjà pensé à partir d'ici? Vendre? Recommencer ailleurs ?» Elle réfléchit un moment. « Bien sûr, plusieurs fois. Mais je suis resté. Parce que c'est ici qu'Antoine voulait bâtir quelque chose, parce que Jeanne est née ici, et parce que, malgré tout, cette maison me tient debout. Même avec les fuites, elle sourit, même avec les fuites, surtout avec elle. Ils se regardèrent sans détour cette fois. Il y avait dans cet échange une acceptation mutuelle, un terrain fragile mais sincère. Émile se leva enfin. « Je vais m'assurer que tout en bas est sec. Vous devriez vous reposer. Vous aussi. » Il descendit, replaça les serviettes, réajusta les seaux. Puis il s'assit, seul, dans le salon sombre. La pluie diminuait, le silence revenait. Mais ce soir-là, il ne l'effrayait plus. Il pensa à sa vie d'avant, à ses bureaux brillants, à ses collègues pressés, aux rendez-vous qui remplissaient son agenda sans remplir son cœur. Ici, tout était plus lent, plus dur aussi, mais authentique. Et peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, il avait touché quelque chose de vrai. Le soleil du matin s'étirait lentement au-dessus des collines brumeuses de la Normandie, filtrant à travers les vitres embuées de la maison de Claire. Après une nuit agitée par l'orage, un calme presque irréel avait envahi les lieux. La terre, encore imbibée, exhalait une odeur de bois mouillé et de mousse. Émile s'éveilla tôt, le dos endolori par le vieux canapé, mais l'esprit étrangement clair. Quelque chose en lui avait changé au fil des heures passées ici, entre les fuites du toit et les silences partagés. Il ne s'agissait plus simplement d'une halte forcée. Il avait le sentiment d'être au cœur d'un moment suspendu, un de ceux qui redéfinissent imperceptiblement la trajectoire d'une vie. Claire préparait déjà le petit déjeuner, vêtue d'un pull en laine grossière, ses gestes précis, méthodiques. Jeanne, quant à elle, courait entre la cuisine et le salon, encore en pyjama, chantonnant une comptine. Émile, pour la première fois depuis le début de son séjour, se proposa de l'aider sans attendre une invitation. Claire accepta avec un léger signe de tête. Elle lui tendit quelques papiers à ranger dans une boîte métallique qu'elle conservait dans un placard en bois massif. « Je voulais faire un peu d'ordre là-dedans depuis des mois, dit-elle, mais je ne trouve jamais le temps. »« Ça me changera des bilans comptables, » répondit-il avec un demi-sourire. Il s'installa sur la table, ouvrit la boîte et commença à trier. Il y avait de vieux reçus, des fiches scolaires de Jeanne, des croquis de projets pour la bibliothèque abandonnée, et rangées sous un élastique jauni, plusieurs lettres soigneusement pliées, toutes adressées à une même fondation parisienne de soutien à la culture. Il reconnut immédiatement le nom. C'était l'une des entités qu'il soutenait personnellement depuis des années. Il en connaissait les membres du conseil, les responsables des sélections de projets, les mécènes, et pourtant, jamais. Il n'avait entendu parler de Claire Rousseau. Il en prit une, hésita, puis la lut. Il y était question de la bibliothèque, bien sûr, mais aussi de la vie du village, des enfants, des besoins en livres, en matériel, en bénévoles. Les mots de Claire étaient clairs, passionnés, humbles. Ils ne quémandaient pas. Ils invitaient à construire. Émile en lut une deuxième, puis une troisième, toutes restées sans réponse, toutes ignorées. Claire, debout à quelques pas, l'observait en silence. « Vous les avez trouvées ?» dit-elle sans détour. Il releva les yeux. « Oui. Vous les avez toutes envoyées ?»« Non. Certaines sont parties. D'autres, non. » Après un moment, on finit par écrire plus pour se convaincre soi-même que quelqu'un écoutera, que pour attendre une vraie réponse. Il la regarda puis rebaissa les yeux sur les lettres. Elles témoignaient d'une obstination silencieuse, d'une foi presque naïve dans la force des idées. Une foi qu'il avait perdue, lui, étouffé sous les couches de protocoles, de réunions et d'intérêts cachés. « Vous n'avez jamais eu de retour ?»« Jamais. Même pas un accusé de réception. »« Rien. » Elle s'assit en face de lui, les mains croisées. « J'ai compris que mon profil ne les intéressait pas. Je ne suis pas diplômé des grandes écoles.
Je n'ai pas de réseau. Je n'ai rien à offrir à part une idée, du temps et un peu de cœur. Ce n'est pas suffisant pour Paris. » Émile ne sut que répondre. Il avait envie de lui dire que ce n'était pas vrai, qu'il y avait des gens sincères dans ces cercles-là. Mais lui-même, avec tout son pouvoir, n'avait jamais remarqué ces appels. Il comprit qu'il faisait partie de ceux qui, sans le vouloir, construisaient ce mur d'indifférence. Et pourtant, vous continuez à croire à ce projet. Parce qu'il est plus grand que moi. Parce qu'il ne dépend pas du succès. Il suffit qu'un enfant comprenne un poème ou qu'un adolescent trouve refuge dans un livre pour que ça en vaille la peine. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour que ses paroles aient du poids. Émile se leva, rangea doucement les lettres dans la boîte, puis resta un moment debout, les mains sur le bois. « Je connais cette fondation, » dit-il enfin les mots lourds. « De très près même. Et je suis désolé qu'ils aient été aussi aveugles. » Claire le regarda sans surprise. Il y avait dans ses yeux une forme de compassion désabusée, comme si elle avait déjà deviné que son invité portait un nom plus lourd qu'il ne le laissait paraître. Peut-être que ce n'était pas leur faute. Peut-être que je n'ai jamais su me faire entendre. Ou peut-être qu'on a cessé d'écouter ceux qui ne crient pas assez fort, répondit-il. Un silence s'installa, mais il n'était pas tendu. Il était empreint de lucidité. Deux mondes venaient de se croiser, et pour la première fois, Émile sentait qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il avait vu l'autre côté. Il avait lu, noir sur blanc, la preuve qu'il y avait de la lumière là où il n'avait jamais tourné les yeux. Claire se leva à son tour. « Vous pouvez garder une de ces lettres, si vous voulez. » Il accepta, glissant le papier dans la poche intérieure de sa veste. Ce n'était pas un souvenir, c'était une tâche. Le reste de la journée fut marqué par une routine apaisante. Jeanne jouait dehors avec un chat errant qu'elle avait adopté. Claire rangeait la cuisine en chantonnant doucement. Émile, quant à lui, resta longtemps assis près de la cheminée, la lettre contre son cœur à réfléchir. Non pas à ce qu'il pourrait dire à son retour à Paris, mais à ce qu'il pourrait faire. Car pour la première fois, il ne s'agissait pas de corriger un tort, mais de redonner vie à une promesse faite par quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. Et dans cet engagement muet, il sentit une paix qu'aucun de ses contrats passés ne lui avait jamais procurée. La pluie avait cessé depuis plusieurs heures, mais l'air restait chargé d'humidité. Une brume fine montait des champs, comme une respiration lente de la terre après les secousses des derniers jours. La maison semblait s'être tue avec le climat, comme si elle aussi reprenait son souffle. Jeanne dormait depuis longtemps, épuisée par les histoires racontées, les dessins colorés et la course avec son chat sans nom. Claire, assise dans un fauteuil près de la cheminée, lisait un vieux roman à la couverture élimée. Émile, de l'autre côté de la pièce, feuilletait distraitement un magazine local trouvé sur l'étagère. Le silence entre eux n'était plus un obstacle. Il s'était transformé en un espace commun, une forme de complicité silencieuse. Il était presque minuit lorsque Claire posa son livre sur l'accoudoir, leva les yeux vers lui et dit comme une évidence « On devrait jouer à quelque chose. Ça évitera qu'on pense trop. » Émile la regarda, surpris. Elle ne souriait pas, mais une lueur dans son regard indiquait qu'elle ne plaisantait pas tout à fait non plus. « À quoi pensez-vous ? 3 vérités et un mensonge, vous connaissez ?»« J'ai entendu parler, répondit-il. Jamais joué. C'est simple. On dit 4 choses sur soi. 3 sont vraies, 1 est fausse. L'autre doit deviner laquelle. » Il hocha la tête. C'était inhabituel, mais l'ambiance s'y prêtait. Et il sentait dans cette proposition une porte ouverte à quelque chose de plus profond. Claire prit une inspiration, puis commença. « J'ai peur des grenouilles. J'ai eu une bourse pour aller étudier à Lyon, mais je ne suis jamais parti. J'ai déjà dormi dans un commissariat. Et j'ai appris à conduire à l'âge de 28 ans. » Émile sourit, intrigué. Elle gardait un ton neutre, presque froid, mais il sentait une tension sous-jacente. « La bourse à Lyon, c'est vrai. Je pense que vous avez dû renoncer, pour une raison familiale. La peur des grenouilles, plausible. Le permis tardif aussi. Mais le commissariat, je dirais que c'est le mensonge. » Claire secoua la tête. « Faux. J'ai dormi une nuit dans un commissariat parce que je n'avais plus de chauffage et Jeanne était malade. Ils ont accepté de nous héberger quelques heures. C'était humiliant, mais je n'avais pas d'autre choix. Le mensonge, c'était les grenouilles. Je n'en ai jamais eu peur. » Un silence s'ensuivit. Pas pesant, mais chargé. Émile sentit la gravité de ce qu'elle venait de partager. Ce n'était pas un simple jeu pour elle. C'était une manière détournée de dire ce qu'elle n'aurait peut-être jamais avoué autrement. « À mon tour, dit-il après un moment,
Je suis fils unique. J'ai étudié les plantes médicinales pendant 1 an. J'ai déjà fui une réunion en simulant un malaise. Et je suis jardinier. » Claire haussa un sourcil. Elle le scrutait avec une attention qu'il n'avait encore jamais vue dans ses yeux. « Le malaise, je vous crois sans peine. »« Le fils, qu'unique aussi. Les plantes médicinales, possible. Mais jardinier, ça, je pense que c'est la fausse. » Il baissa les yeux, presque honteux. « Vous avez raison, je ne suis pas jardinier. Je n'ai jamais planté une graine de ma vie. Et les plantes médicinales? Vrai, une lubie de jeunesse. Un stage d'été, très sérieux. Mais vite, oublié. » Claire ne dit rien. Elle ne semblait pas choquée, juste déçue mais pas surprise, comme si elle avait toujours su que quelque chose clochait. Pourquoi avoir menti? Je ne sais pas exactement. Peut-être que j'avais peur qu'on me voie comme je suis vraiment, ou peut-être que je ne savais même plus qui j'étais. Elle acquiesça, sans le juger. Vous ressemblez à quelqu'un qui a trop porté de masque pour savoir lequel est son vrai visage. Il ne sut quoi répondre. Ces mots, prononcés sans colère, touchaient juste. Il se leva, marcha quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la nuit était opaque, sans étoiles. Il parla sans se retourner. Vous savez, j'ai passé des années à fréquenter les bonnes personnes, à dire ce qu'il fallait, à signer des accords, à sourire quand je voulais hurler. On finit par croire que c'est ça, vivre. Et puis on se retrouve ici à parler avec une inconnue dans une maison qui fuit, et tout ce qu'on croyait solide commence à s'effondrer. Et vous avez peur que ça soit réel cette fois. Il se retourna, Claire le fixait, droite, immobile. Oui, parce que si c'est réel, alors tout le reste ne l'a jamais été. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis avec douceur, peut-être que ce n'est pas l'un ou l'autre. Peut-être que la vérité, c'est de savoir ce qu'on choisit de garder. Il revint s'asseoir, plus près qu'avant. Il ne parlait plus pour combler un vide. Il parlait pour se reconnaître dans les ruines des apparences. Et dans ce jeu d'aveux partiels, une forme de confiance s'était installée, ténue mais réelle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, » dit-il soudain. Claire le regarda surprise, quelqu'un qui parle peu mais dit beaucoup, quelqu'un qui reste debout malgré les tempêtes, quelqu'un de vrai. Elle baissa les yeux. Ce n'était pas un compliment galant, c'était un constat brut qui ne cherchait ni séduction ni approbation. « Vous êtes fatigué, » dit-elle après un moment. « Il faut dormir. Demain, la route pourrait être dégagée. Et alors vous repartirez. » Il hocha la tête mais ne dit rien. Il savait qu'elle avait raison. Mais au fond de lui, une autre voix, plus sourde, plus forte, murmurait qu'il n'était pas encore prêt à partir. Pas tant qu'il n'aurait compris ce qu'il était venu chercher ici, sans le savoir. Ils se levèrent ensemble, comme au ralenti. Claire éteignit la lumière. Ils montèrent de chacun leur escalier dans un silence dense et doux. Dans le noir, Émile sentit la lettre dans sa veste. Il la sortit, la relut à la lueur de la veilleuse, puis, sans bruit, il la posa sur la table du salon. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit sans masque. Lorsqu'Émile ouvrit les yeux ce matin-là, la lumière du jour était déjà bien installée. Un calme inhabituel régnait dans la maison. Il se redressa lentement, écoutant les bruits environnants. Quelques pas discrets, des voix étouffées, le cliquetis des couverts dans la cuisine. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Il resta un moment assis, les pieds au sol, observant les meubles autour de lui comme s'il les voyait pour la première fois. Ce modeste décor était devenu plus qu'un refuge. Il était devenu un miroir, et ce qu'il y avait vu de lui-même ne le laissait pas indemne. En descendant, il trouva Claire déjà installée, en train de découper des tranches de pain pour Jeanne qui récitait à mi-voix un poème appris à l'école. La scène avait une douceur presque douloureuse, une forme de simplicité qui serrait la gorge. Claire leva les yeux vers lui, le salua d'un léger hochement de tête, sans sourire, ni froideur. C'était un geste neutre, mais dans cette neutralité se lisait une conscience partagée. L'heure du départ approchait. « J'ai appelé ce matin, » dit-elle calmement, en déposant une assiette sur la table. « Les routes sont dégagées, et un mécanicien du village voisin est passé voir votre voiture. Elle fonctionne à nouveau. Il a laissé les clés dans la boîte aux lettres. » Émile acquiesça, les lèvres serrées. Il s'assit, accepta silencieusement une tasse de café et observa Claire pendant quelques instants. Elle n'avait rien changé à sa manière d'être. Toujours précise, toujours retenue. Mais quelque chose dans ses gestes était différent. Plus lent,
moins mécanique. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ? » ?»« Pour tout. Pour l'abri. Pour les silences. Pour le jeu. » Claire inclina légèrement la tête, sans répondre. Jeanne, qui n'avait pas conscience de la gravité flottante de cette matinée, demanda à Émile s'il reviendrait pour lire une histoire le lendemain. Il répondit par une caresse sur ses cheveux et un « peut-être » qui ne voulait rien dire mais suffisait à la rassurer. Il l'aida à enfiler son manteau avant qu'elle parte à l'école, puis revint s'asseoir dans la cuisine, face à Claire. Le silence se prolongea plusieurs minutes, chacun trouvant refuge dans ses pensées. Puis Claire parla, les yeux rivés à sa tasse. « Vous savez que vous pourriez faire quelque chose. Pour la bibliothèque, pour le projet. Vous connaissez les gens, vous avez les moyens. »« Je sais. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait ?» Il réfléchit un instant, puis répondit « Parce que je ne voulais pas que ce soit un geste de rédemption ou de pitié. Je voulais comprendre d'abord ce que ce projet signifiait, ce que vous portiez en vous, et ce que moi je n'avais pas su voir pendant toutes ces années. » Claire le regarda, les yeux plus doux qu'il ne les avait jamais vus. « Et maintenant ? Maintenant, je pense que j'ai compris, ou du moins assez pour ne plus pouvoir faire semblant. » Elle ne répondit pas. Il se leva, attrapa sa veste, sortit les clés de sa poche. Claire le suivit jusqu'à la porte. « Vous avez une destination ? »« Paris. J'ai des choses à mettre en mouvement. »« Vous allez leur parler de moi ? » ?»« Non. Je vais leur parler du projet. Je veux que ce soit ce qui compte. Pas l'histoire. Que je pourrais raconter. » Elle hocha la tête. Il ouvrit la porte, inspira profondément l'air humide du matin, puis se retourna. « Je ne sais pas si je reviendrai. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle. « Mais si vous revenez, que ce soit parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous vous sentez obligé. » Il acquiesça une dernière fois. Puis il monta dans sa voiture, démarra et prit la route sinueuse en direction de la ville. Le paysage défilait lentement, chaque virage dévoilant une portion familière de campagne, mais Émile n'y prêtait que peu d'attention. Son esprit était ailleurs, encore habité par la silhouette de Claire, par les mots qu'elle n'avait pas dits, par la force tranquille qu'elle incarnait. À son arrivée à Paris, il ne prit pas le chemin habituel vers son appartement. Il demanda à son chauffeur de le déposer devant les bureaux de sa fondation culturelle. Il entra, salua les visages connus, serra quelques mains, refusa le café, proposé, et se dirigea directement vers la salle des réunions. Il convoqua les responsables de projet, les directeurs de mécénat, les chefs de département, et là, sans préambule, il leur parla d'un village oublié, d'un rêve inachevé, d'une grange qui attendait de devenir bibliothèque. Il ne mentionna pas Claire par son nom. Il ne parla pas de Jeanne, ni des lettres. Il évoqua seulement l'urgence d'un lieu où la culture n'était pas un luxe, mais une nécessité, où les enfants lisaient sans livre, où la mémoire collective risquait de s'effacer, faute d'un espace pour l'abriter. Il fut direct, presque sec. Il exigea une évaluation immédiate du terrain, un audit sur les besoins, une équipe envoyée sur place avant la fin de la semaine. « Ce projet devient notre priorité, dit-il. S'il faut couper ailleurs, on coupera. Mais cette fois, on ne regarde pas ailleurs. » Personne ne protesta. Son ton n'autorisait ni débat, ni délai. Et pour la première fois depuis longtemps, ses ordres n'étaient pas dictés par un objectif financier ou une stratégie d'image. Ils naissaient d'un lieu bien plus profond. Et tous ceux présents dans la salle le sentirent. Plus tard, assis seul dans son bureau, Émile regarda par la fenêtre les toits gris de la ville. Il pensa à la cheminée de Claire, à la pluie, sur les vitres, au regard franc de Jeanne. Et il comprit qu'il n'avait pas tourné la page. Il en avait simplement écrit une nouvelle. Le soir même, sans qu'elle en soit informée, une équipe d'architectes fut contactée. Ils reçurent une mission inhabituelle, visiter une vieille grange dans un hameau de Normandie, évaluer sa structure, imaginer sa transformation. Aucun nom ne leur fut donné. Seulement une adresse, un délai et une injonction claire, agir vite mais avec respect. Émile n'avait plus besoin de dire à Claire ce qu'il ferait. Il savait que le plus important n'était pas ce qu'elle saurait, mais ce qu'elle verrait naître. Et peut-être qu'un jour, en découvrant le chantier entamé, elle comprendrait que certains départs sont en réalité le commencement discret d'un retour. Le matin était ordinaire, du moins en apparence. Le ciel avait cette teinte pâle des jours sans événement, et les habitants du petit village vaquaient à leurs occupations habituelles.
Claire, fidèle à sa routine, rangeait la salle de classe après une activité de lecture avec les enfants. Jeanne dessinait un arbre gigantesque sur le tableau, y accrochant des feuilles de papier de couleurs différentes pour chaque élève. Tout semblait figé dans une quiétude presque monotone, jusqu'à ce que le bruit de moteurs étrangers brise l'habituelle tranquillité. 3 véhicules utilitaires s'arrêtèrent sur la place centrale, soulevant un nuage de poussière. Des hommes et des femmes en tenue de chantier en descendirent, portant des mallettes, des rouleaux de plans, des ordinateurs. Claire les aperçut depuis la fenêtre. Elle fronça les sourcils, méfiante. Ici, on reconnaissait chaque silhouette, chaque voiture. Et cela ne venait pas de la région. Elle se leva, s'excusa auprès des enfants et traversa la cour pour les rejoindre. « Bonjour, dit-elle en s'approchant. Vous cherchez quelqu'un » L'un des hommes, aux cheveux poivre et sel, lui tendit une carte. « Bonjour, madame. Nous sommes une équipe d'architectes mandatés pour une mission d'évaluation. Il s'agit d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment abandonné, une ancienne grange à ce qu'on nous a dit. Elle se situe à l'entrée du village, juste après le vieux puits. » Claire prit la carte sans la regarder, les yeux fixés sur l'homme. « Et qui vous a envoyé ?»« Un mécène parisien, le nom ne nous a pas été communiqué. On nous a simplement dit que c'était une priorité, que nous devions faire un premier état des lieux et rendre un rapport complet d'ici la fin de la semaine. » Le cœur de Claire s'accéléra. Elle remercia poliment, les laissa partir vers la grange. Mais dès qu'ils eurent tourné le coin de la rue, elle rentra précipitamment. Elle ferma la porte, s'appuya contre, la main encore crispée sur la carte de visite. Elle lut enfin le nom de l'agence. Une entreprise prestigieuse, bien connue dans les milieux culturels. Le genre d'agence qui ne se déplace pas sans un appui solide. Son esprit se mit à tourner. Personne ici n'avait les moyens d'initier un tel projet. Et elle n'avait envoyé aucune nouvelle lettre. Elle n'avait parlé à personne de ses échanges passés, de ses tentatives. Elle remonta dans le salon, ouvrit la boîte de métal où elle gardait ses documents, ses brouillons, ses lettres. Rien ne justifiait cette soudaine intervention, à moins que... Elle se remémora les jours précédents, les conversations avec Émile, son regard attentif, ses silences prolongés lorsqu'elle évoquait le projet de bibliothèque. Et surtout, ce moment précis, ce jeu de la vérité où il avait admis n'être pas ce qu'il prétendait. Elle avait senti, sans en être certaine, que cet homme portait un secret. Et si le déclencheur était lui? Si ce voyageur égaré, qui s'était abrité sous son toit par une nuit d'orage, n'était pas un simple promeneur sans attache? Elle fouilla ses souvenirs, tenta de recoller les fragments. Il connaissait la fondation. Il avait réagi à ses lettres avec trop d'intensité pour un inconnu. Et puis, il y avait ce nom, Duret. Ce nom qu'elle avait entendu autrefois sur un document reçu d'une des institutions qu'elle avait contactées, un nom figurant parmi les donateurs majeurs. Elle se précipita vers sa commode, en tira une vieille pochette froissée, en sortit un courrier oublié. Elle parcourut les premières lignes, et là, en bas de page, comme une signature silencieuse, elle le vit, Émile Duret, membre du conseil de la Fondation pour la culture vivante. Le choc fut immédiat. Claire s'assit lentement, le regard figé sur ce papier. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le fruit du hasard. Émile avait menti. Pas par méchanceté, non, elle en était presque sûre. Mais il avait menti tout de même. Il s'était présenté comme un homme simple, presque anonyme, et tout ce temps, il avait été autre chose. Quelqu'un qui détenait le pouvoir de changer le cours de son projet, de réparer les années de silence, de redonner vie à ce que d'autres avaient tout laissé mourir. Elle resta là, sans bouger, jusqu'à ce que Jeanne vienne lui montrer un dessin. Claire sourit mécaniquement, félicita sa fille, mais son esprit était ailleurs. Cette révélation faisait naître en elle un tourbillon de sentiments. Surprise, colère, gratitude, confusion. Elle n'aimait pas les masques. Et pourtant, elle ne pouvait nier que, derrière celui d'Émile, il y avait eu une écoute sincère, à une attention réelle. Il n'avait jamais tenté de la séduire, de l'impressionner. Au contraire, il s'était effacé. Peut-être par honte, peut-être par fatigue, ou peut-être par désir de redevenir quelqu'un de vrai, loin des regards et des titres. Le lendemain, elle prit le premier train pour Paris. Elle n'avait rien dit à personne, pas même à Jeanne, qu'elle avait laissée chez une voisine. Elle avait besoin de réponses, et elle savait où les trouver. Dans les couloirs de cette fondation qu'elle avait tant de fois implorée par écrit. Elle n'avait jamais franchi ses portes.
Aujourd'hui, elle le ferait. À l'accueil, elle déclina son nom. La secrétaire consulta un écran, sembla surprise, puis fit un appel rapide. Quelques minutes plus tard, on la conduisit dans une salle de réunion aux lignes épurées. Un homme entra, costume impeccable, sourire crispé. « Madame Rousseau, je suis le directeur des projets. On m'a dit que vous étiez venue sans rendez-vous. Que puis-je pour vous ?» Claire, droite, calme, tendit le courrier avec le nom d'Émile Duret. « Je veux comprendre pourquoi votre équipe est venue dans mon village, et je veux savoir qui a donné l'ordre. » Le directeur pâlit légèrement. Il jeta un œil au document, puis répondit, prudent. « C'est une décision personnelle de M. Duret. Il a demandé une mobilisation immédiate. Il suit ce projet avec beaucoup d'attention. » Claire serra les dents. « Et depuis quand ?»« Depuis son retour de piste Normandie il y a quelques jours. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose de vrai là-bas. » Elle baissa les yeux, son cœur battant plus fort. Ce n'était donc pas une ruse, pas une manœuvre. Émile avait vu, compris et agi. « Je veux le voir. Il est en déplacement. Mais je peux lui transmettre. » « Non, laissez-le tranquille. Je sais ce que j'avais à savoir. » Elle se leva, remercia d'un signe de tête et sortit sans un mot de plus. Dans la rue, le vent parisien lui fouetta le visage. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une fin, ni un commencement. C'était un point d'équilibre fragile, où la vérité, enfin révélée, laissait place à une décision qu'elle seule pouvait prendre. Et cette décision attendrait le bon moment. Le voyage de retour vers la Normandie sembla plus long que tous ceux que Claire avait faits jusqu'alors. Assise près de la fenêtre du train, elle regardait défiler les paysages sans vraiment les voir. Son esprit, pourtant si souvent accoutumé à l'analyse calme et logique, était un chaos de réflexions croisées. Elle avait appris la vérité. Elle savait maintenant qui était Émile, ce qu'il représentait, et ce qu'il avait décidé de faire pour la bibliothèque abandonnée. Mais cette révélation ne l'apaisait pas. Elle réveillait en elle des sentiments qu'elle n'était pas prête à nommer. Trahison, gratitude, colère, admiration. Quand elle arriva à la gare, le soleil se couchait lentement derrière les collines. L'air était plus doux qu'à son départ, mais elle ne le sentit pas. Chaque pas vers sa maison lui semblait incertain, comme si elle avançait dans une réalité devenue instable. Elle entra chez elle, salua la voisine qui lui avait gardé Jeanne, serra sa fille dans ses bras avec plus de force que d'habitude. Puis, une fois Jeanne couchée, elle s'assit au salon seule face à la cheminée éteinte, les mains croisées sur les genoux. Ce qu'elle avait découvert à Paris ne pouvait être balayé d'un simple revers de main. Émile Duret, multimillionnaire. Parisien, figure majeure des cercles culturels, n'était pas venu jusqu'à elle par accident. Il avait choisi de rester anonyme, de vivre sous une fausse identité, d'écouter sans intervenir, de comprendre sans exposer ses moyens. Elle se souvenait de chaque regard, chaque silence, chaque réponse évasive. Elle repensait à ce jeu de vérité, à cette confession sur son métier de jardinier. Ce n'était pas simplement un mensonge innocent. C'était une manière de disparaître, une fuite, une recherche. Mais plus elle y pensait, moins elle parvenait à le juger. Elle se souvenait de son regard lorsqu'il avait lu ses lettres, de sa réaction sincère, presque blessée. Elle avait perçu en lui une rupture, une fissure intérieure. Et maintenant, tout faisait sens. Cet homme fatigué du monde auquel il appartenait, cherchant un refuge, s'était retrouvé face à sa propre impuissance, confronté à ce qu'il n'avait jamais su voir au cœur de son propre empire. Des voix ignorées, des rêves abandonnés, des batailles silencieuses. Le lendemain matin, en sortant pour aller à l'école, Claire vit le groupe d'architectes en pleine activité. Ils prenaient des mesures, inspectèrent la toiture, discutaient de plans. L'un d'eux s'approcha d'elle, respectueux. « Bonjour, Madame Rousseau. Nous avons commencé le diagnostic. La structure principale tient, mais il faudra renforcer certaines parties. Le projet peut aller vite si les autorisations suivent. À elles suivront. L'instruction est claire, tout doit être fait pour que cela avance sans blocage. On nous a dit de traiter ce dossier comme prioritaire. » Elle remercia d'un signe de tête, puis s'éloigna. Dans la cour de l'école, Jeanne courait avec ses camarades. L'innocence de sa fille la ramenait à l'essentiel. Elle se demandait comment lui expliquer ce qu'elle-même peinait à comprendre. Comment lui dire que l'homme qui avait partagé leur toit quelques nuits, l'inconnu silencieux, était en réalité celui qui allait changer la vie du village? Fallait-il le dire? Fallait-il protéger l'anonymat qu'il avait voulu tant préserver? Dans l'après-midi, après les cours, Claire décida d'écrire.
Pas une lettre officielle, pas une plainte, juste quelques lignes, qu'elle plia soigneusement et rangea dans un livre. Ce n'était pas encore le moment de l'envoyer, mais les mots étaient là, en attente. Elle y avait écrit « Je ne sais pas si je dois vous en vouloir ou vous remercier. Je ne sais pas si ce que vous avez fait efface ce que vous avez caché. Mais je sais que vous avez regardé là où d'autres ont détourné les yeux. Et pour cela, je ne peux pas vous effacer. » Dans les jours qui suivirent, le chantier progressa. Les enfants du village commencèrent à s'y intéresser. Certains venaient observer, poser des questions, rêver tout haut de salles pleines de livres, de murs colorés, de fauteuils moelleux où s'asseoir pour lire. Claire assistait à ces scènes avec un mélange de joie et d'appréhension. Elle voyait renaître le rêve d'Antoine. Elle voyait l'impossible devenir concret. Mais elle voyait aussi une absence, celle de l'homme qui avait rendu tout cela possible sans jamais chercher à en récolter les fruits. Une semaine passa, puis une autre. Aucune nouvelle d'Émile, pas de lettres, pas d'appel. Il avait disparu comme il était venu, sans bruit, et cette disparition silencieuse pesait plus lourd que toutes les présences. Claire oscillait entre deux pôles, l'attente et le refus. Une part d'elle voulait qu'il revienne, qu'il s'explique, qu'il parle. Une autre craignait ce retour, comme si le revoir allait bouleverser ce fragile équilibre retrouvé. Un jour, alors qu'elle rangeait la salle de lecture provisoire installée dans la mairie, elle trouva sur une étagère un livre qu'elle ne se souvenait pas avoir placé là. Il était neuf. Dans la première page, une dédicace simple, sans signature. Pour ceux qui osent croire que la culture sauve plus que les discours. Elle ferma le livre lentement, le cœur battant. C'était une trace, un signe. Il n'était pas loin. Il veillait. Ce soir-là, elle resta longtemps éveillée, assise dans la cuisine. Elle relut sa lettre non envoyée, puis elle en écrivit une autre, plus brève, plus nette. Elle y inscrivit une seule phrase « Je veux comprendre pourquoi ». Elle ne savait pas si elle la posterait. Mais à cet instant précis, elle savait une chose. La vérité n'était pas une ligne droite. Elle était faite de détours, de silences, de croisements. Et peut-être que le plus important n'était pas ce qu'on découvrait, mais ce qu'on acceptait de ne plus ignorer. Le vent d'automne balayait les feuilles sur la place du village, projetant dans l'air humide des tourbillons roux et dorés. L'ancien bâtiment, jadis une simple grange abandonnée, grouillait désormais d'activité. Les ouvriers s'affairaient à poser les dernières poutres de soutien, les échafaudages étaient démontés un à un, et les murs fraîchement repeints exhalaient une odeur de renouveau. La métamorphose était bien avancée. Il ne restait plus que quelques jours avant l'inauguration, et déjà les enfants passaient leurs têtes curieuses par les fenêtres, impatients de découvrir les trésors que renfermerait cette nouvelle bibliothèque. Claire observait la scène depuis l'autre côté de la place, les bras croisés, droite malgré le froid. Son regard ne se posait pas sur les ouvriers, ni sur les murs rénovés, mais sur un point précis, l'homme immobile, debout au milieu de la cour, entouré de quelques enfants qui semblaient naturellement attirés par lui. Émile. Il était revenu. Elle l'avait su sans avoir besoin de le voir. Une intuition aiguë, presque douloureuse. Lorsqu'elle avait quitté la maison ce matin-là, elle avait senti ce changement dans l'air, comme une tension familière, un fil qui se retendait doucement. Et là, il était, comme s'il n'était jamais parti. Vêtu simplement, les traits tirés mais le regard clair, tenant un livre sous le bras. Aucun discours, aucune déclaration. Juste une présence à la fois tranquille et brûlante. Elle s'approcha lentement. Les enfants, devinant qu'un moment sérieux s'annonçait, s'éloignèrent en silence. Il se retourna avant qu'elle n'arrive à sa hauteur, comme si son corps avait deviné le sien. « Bonjour, Claire ». Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa longuement, sans hostilité, mais avec une intensité difficile à soutenir. Puis enfin, d'une voix ferme, « Vous avez menti, pourquoi ?» Émile ne détourna pas les yeux. Il semblait prêt à recevoir, à répondre. Parce que je ne savais plus comment être moi-même, parce que, dans ma vie, tout le monde attendait quelque chose de moi. Un mot, une décision, un chiffre, une image, et j'ai fini par me perdre là-dedans. Ce soir-là, quand je suis arrivé ici, je n'étais pas un homme, j'étais une fonction, une façade. Alors j'ai dit ce mensonge, pour respirer, pour voir si, sans nom, sans pouvoir, j'avais encore de la valeur. Elle l'écoutait, impassible, mais ses yeux brillaient d'un éclat contenu. Vous aviez le choix, Émile. Moi, je ne l'ai jamais eu. Vous êtes entré dans ma maison.
Vous avez partagé mes repas, vous avez écouté mes histoires, et tout ce temps, vous portiez en vous la clé de ce que j'ai cherché pendant des années. Je sais, et je ne me le pardonne pas. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta. Il respectait encore cette distance qu'elle maintenait. Il poursuivit plus doucement. « Je ne suis pas venu chercher votre pardon. Je suis revenu parce que, depuis que je suis parti, je n'ai pas connu un seul jour qui ait eu autant de... Sans que ceux passés ici, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant, de me fondre à nouveau dans les réunions, les décisions, les mondanités. Mais je ne pouvais plus. Quelque chose avait changé. Vous m'avez changé. » Claire prit une inspiration lente, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer devait être choisi avec soin. « Ce que vous avez fait pour la bibliothèque, c'est immense. C'est plus que ce que j'aurais jamais espéré. Mais ce n'est pas ça qui compte pour moi. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Ce qui compte, c'est la vérité. Et vous me l'avez volée. Pendant que je vous racontais mes échecs, mes douleurs, vous gardiez le silence. Vous me regardiez, et vous saviez que vous pouviez tout changer d'un mot. J'étais lâche, dit-il sans hésiter. J'avais peur que si je disais la vérité, vous me rejetiez, que vous pensiez que je n'étais là que pour réparer une image. Mais ce n'était pas ça. Je voulais comprendre ce qu'était une vie sans filtre. Et je l'ai comprise en vous regardant vivre. » Elle baissa enfin les yeux, les mains tremblantes. Elle ne savait plus si elle voulait crier, pleurer ou simplement disparaître. Mais elle resta là, droite, présente. « Et maintenant ? Vous croyez que vous pouvez revenir comme ça et reprendre là où vous avez laissé ? Non, je ne veux rien reprendre. Je veux juste être là, pas comme un mécène, pas comme un sauveur, comme un homme qui a compris, trop tard peut-être, ce que c'est que d'avoir foi en quelque chose. Quelqu'un. » Ils restèrent en silence. Tout autour d'eux, le village continuait de vivre. Un chien aboyait au loin. Une vieille femme refermait ses volets. Les enfants riaient à quelques mètres, mais entre eux, tout était suspendu. Claire releva la tête. Dans son regard, il n'y avait plus de colère. Il y avait une question, muette, lourde. « Et si je vous dis que je ne veux plus vous voir ?» Émile acquiesça sans fuir. « Alors je partirai, mais je resterai engagé dans le projet. Je n'ai pas besoin d'être là pour qu'il vive. Ce rêve n'est pas le mien. Il est le vôtre et celui d'Antoine. Je ne veux pas qu'il meure à cause de mes erreurs. » Claire inspira profondément. Elle regarda la bibliothèque en chantier. Elle pensa à toutes les années de silence, à toutes les lettres sans réponse, et à cet homme qui, malgré le mensonge initial, avait fini par faire ce que personne d'autre n'avait fait, écouter, agir. « Je ne sais pas encore ce que je veux, Émile, mais je sais que je ne veux pas que vous fassiez semblant. Ni avec moi, ni avec vous-même. Je ne le ferai plus, je vous le promets. » Il recula d'un pas, lui laissant l'espace. Elle le regarda s'éloigner, lentement, les épaules basses, mais le pas ferme. Elle ne le rappela pas. Pas encore. Il y avait des blessures qui prenaient du temps, et elle n'était pas prête à panser la sienne en public. Mais dans ce silence, quelque chose s'était ouvert. Pas un pardon, pas une absolution, une possibilité. Et parfois, cela suffisait à tout recommencer. Les jours qui suivirent furent d'une étrange densité. Le village poursuivait sa routine, mais pour Claire, chaque minute semblait suspendue entre deux états d'âme, deux élans contraires. D'un côté, l'élan du pardon, fragile mais réel, que la sincérité d'Émile avait ébauché dans leur confrontation sur la place. De l'autre, la rémanence de la blessure, cet espace intérieur où la confiance, une fois fissurée, hésite à se reconstruire. Elle se levait tôt, comme à son habitude, se consacrait à ses élèves, participait aux réunions avec l'équipe de rénovation de la bibliothèque, mais en elle, une voix revenait sans cesse. Que faire maintenant ? Elle n'avait pas revu Émile depuis ce jour. Il était reparti sans qu'elle sache où. Il n'avait laissé ni message ni trace. Rien, sauf le projet qui avançait, comme une promesse tenue en silence. Parfois, elle surprenait Jeanne à parler de lui. Toujours, avec cette candeur enfantine. L'enfant ne comprenait pas la complexité des événements, mais elle sentait, à sa manière, que quelque chose d'important s'était brisé entre sa mère et cet homme qu'elle avait accueilli avec une confiance immédiate. C'est lors d'un après-midi banal que le vrai bouleversement survint. Claire corrigeait des exercices dans la salle de classe pendant que les enfants participaient à une activité libre. La maîtresse de soutien leur avait demandé d'écrire une petite rédaction à partir de la phrase « Quelqu'un que je n'oublierai jamais ».
Claire ne savait pas ce que Jeanne avait écrit. Elle ne s'y attendait pas. Ce fut en lisant son cahier, en toute innocence, qu'elle tomba sur ces mots. Un jour, un homme est venu chez nous. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait bien. Il a aidé maman quand le toit fuyait. Il a réparé des choses, même s'il ne savait pas comment. Maman disait qu'il ne disait pas tout. Moi, je crois qu'il avait peur. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est lui qui a sauvé la maison de ma mère. Et ma mère, elle a sauvé le cœur de cet homme. Alors je sais que je ne l'oublierai jamais. Claire sentit ses mains trembler. Elle relut le texte plusieurs fois. Il n'était ni poétique, ni grandiose, mais il était vrai. Brutalement, délicatement vrai. Elle referma doucement le cahier, comme si elle refermait un coffre rempli de mémoire. Ces quelques lignes, sorties de l'esprit d'un enfant, venaient dire ce qu'elle-même n'avait pas osé penser. Ce lien, si fugace, si inattendu, avait eu un sens profond. Et ce sens ne dépendait pas d'une reconnaissance officielle, d'un pardon verbal ou d'un retour annoncé. Il existait, tout simplement. Le soir même, après avoir couché Jeanne, elle s'installa à la table de la cuisine. Elle prit une feuille vierge, un stylo à l'encre bleue et écrivit sans hésiter, pas une longue lettre, pas une déclaration, juste une phrase. Une phrase suffisante parce qu'elle contenait tout ce qu'elle n'avait pu dire jusqu'alors. « Reviens quand tu voudras être toi-même ». Elle relut, puis plia la feuille. Elle ne savait pas comment lui faire parvenir ces mots. Elle ne savait même pas s'il les lirait un jour. Mais elle savait qu'elle avait franchi un cap. Ce n'était pas une décision de raison, ni un geste de conciliation. C'était une offrande de vérité. Elle n'exigeait rien en retour. Elle ouvrait seulement une porte. Dans les jours qui suivirent, elle ne parla à personne de ce qu'elle avait fait. Elle reprit sa routine avec une forme de calme intérieur qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. Les travaux de la bibliothèque avançaient à bon rythme. Les étagères étaient installées, les cartons de livres arrivaient progressivement, des bénévoles proposèrent leur aide. Claire coordonnait tout cela avec rigueur, mais sans empressement. C'était comme si, maintenant que le rêve prenait forme, elle savait qu'il ne lui appartenait pas entièrement. Il était aussi celui de Jeanne, d'Antoine, des enfants, du village et même d'Émile. Et pourtant, malgré cette sérénité apparente, un espoir discret grandissait en elle. Elle ne l'alimentait pas, elle ne le formulait pas, mais il était là. Chaque fois qu'elle passait près de la fenêtre, chaque fois qu'un bruit de moteur résonnait au loin, chaque fois que le vent soufflait comme lors de cette nuit d'orage où tout avait commencé. L'espoir que, quelque part, quelqu'un avait lu cette phrase et qu'il savait qu'il pouvait revenir, non pas pour réparer, non pas pour se faire pardonner, mais pour simplement être là, tel qu'il était. Claire n'attendait pas un conte de fées. Elle ne croyait pas aux récits parfaits, aux amours héroïques, mais elle croyait aux choses vraies, à celles qui se construisent dans les maladresses, les silences, les regards. Elle croyait à ce qui se dit sans se dire. Et ce qu'il y avait eu entre elle et Émile, malgré tout, malgré les masques, malgré les peurs, relevait de cette vérité rare. Alors, elle continua de vivre, de travailler, de s'occuper de sa fille. Elle continua d'avancer, mais désormais, chaque matin, elle posait une main sur la porte d'entrée avant de sortir. Un geste simple, presque rituel, comme un rappel à elle-même que cette porte, désormais, n'était plus seulement une barrière contre le froid ou la pluie. C'était aussi une invitation muette, une invitation à celui qui, s'il décidait un jour de frapper à nouveau, saurait qu'il n'aurait plus besoin de se cacher. Le jour de l'inauguration officielle de la bibliothèque approchait, et tout le village semblait animé par une énergie nouvelle. Les enfants parlaient à voix haute de leur lieu de lecture, les parents se portaient volontaires pour les derniers aménagements, et Claire, sans qu'elle le montre, sentait son cœur battre plus fort à chaque nouvelle livraison de livres, à chaque planche fixée, à chaque lumière installée. Ce n'était plus seulement un projet, c'était un corps vivant qui prenait forme sous ses yeux, nourri d'efforts partagés, de mémoires et de rêves persistants. Un matin, alors qu'elle arrosait les plantes sur le rebord des fenêtres de la bibliothèque, Claire aperçut, au loin, une silhouette familière. Ce n'était pas la silhouette d'un ouvrier, ni celle d'un visiteur curieux. C'était une démarche qu'elle reconnaîtrait entre toutes, même sans la voir depuis des semaines. Émile. Il avançait d'un pas calme,
Une pile de livres serrée contre sa poitrine, habillé simplement comme un habitant de passage, sans artifice. Aucun signal n'avait annoncé sa venue, aucun message. Il était revenu comme il était parti, discrètement, à la mesure de ce qu'il avait appris à devenir. Elle ne bougea pas. Elle le regarda s'approcher sans faire un geste. Il marcha jusqu'à la porte de la bibliothèque, s'arrêta un instant devant elle. Leurs regards se croisèrent, mais ni l'un ni l'autre ne dit un mot. Il ouvrit lentement la porte, déposa les livres sur une table à l'intérieur, puis ressortit sans empressement. Il s'arrêta face à elle, la salua d'un simple mouvement de tête. Claire répondit de la même façon, les lèvres closes, le cœur en tumulte. Ils commencèrent à marcher ensemble côte à côte, sans avoir décidé de le faire. Le chemin les mena à travers la petite place, puis vers un sentier à l'arrière du village, celui-là même que Claire empruntait, parfois seule pour réfléchir ou se souvenir. Aucun mot ne fut prononcé. Le silence entre eux n'était plus un obstacle, il était devenu un langage, un refuge commun. Et dans cette marche lente, ils se retrouvaient dans ce qu'ils étaient réellement. Deux êtres marqués par les absences, les renoncements, mais debout, présents, capables encore de croire. Lorsqu'ils revinrent près de la bibliothèque, le soleil était haut dans le ciel. Des enfants courèrent dans la cour, riant sans retenue, inconscients de la scène qui se jouait à quelques mètres d'eux. Claire s'arrêta devant la porte, la main posée sur le chambranle, le regard posé sur l'intérieur lumineux et ordonné. « Tu as apporté des livres, » dit-elle enfin, la voix douce, presque fragile. « Oui, des recueils de poésie et quelques albums jeunesse. Je les ai choisis en pensant à Jeanne et à toi. » Elle acquiesça lentement. Il ne tentait pas de s'expliquer. Il ne cherchait pas à reconquérir. Il était là, simplement, sans attente, sans rôle à jouer. Et c'était cela qui touchait le plus Claire, cette présence nue offerte sans condition. Ils entrèrent ensemble. Claire fit le tour de la pièce du regard, observant chaque étagère, chaque chaise soigneusement alignée, chaque rayon désormais rempli. Elle toucha le dos d'un livre, puis un autre, comme on caresse une cicatrice enfin refermée. Elle se retourna vers Émile, le regard embué. Il y a quelques mois, cet endroit n'était qu'un souvenir, une ruine, un rêve mort. Et maintenant, il vit, compléta Émile à voix basse. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est toi. Non, je n'ai fait que rendre possible ce que tu portais déjà en toi. Ce rêve t'appartenait. Moi, je ne fais qu'y croire. Elle détourna les yeux, émue. Elle savait qu'il disait vrai. Il n'avait pas volé ce projet, il l'avait respecté, soutenu, sans jamais tenter de le déformer à son image. Ils s'assirent sur un banc, face aux grandes fenêtres. À travers la vitre, on voyait les enfants jouer sous les arbres. Le monde extérieur semblait lointain. Émile posa ses mains sur ses genoux, respirant profondément. « Je ne sais pas si je dois rester ici, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais je voulais te dire que quoi que tu choisisses, je respecterai. Je ne suis plus là pour fuir Paris. Je suis là parce qu'ici, j'ai compris ce que ça voulait dire « vivre ». Claire ne répondit pas tout de suite. Elle fixait les enfants, puis ses mains, puis le bois clair des étagères. Enfin, elle murmura « Je ne t'ai jamais demandé de rester, mais je ne t'ai pas non plus fermé la porte. » Il la regarda. Elle le regarda. Tout était dit. Et tout restait à écrire. Ils sortirent ensemble de la bibliothèque. Jeanne les aperçut, accourut, se jeta dans les bras d'Émile, comme si aucun jour ne s'était écoulé depuis son départ. Claire observa la scène sans parler, les yeux brillants. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. Ce n'était pas un retour triomphal. C'était une retrouvaille silencieuse. Et c'était bien mieux ainsi. Les semaines suivantes, Émile s'installa doucement dans la vie du village. Il ne prit aucune place officielle. Il ne prononça aucun discours. Il venait parfois lire une histoire aux enfants. Il aidait à ranger les livres. Il partageait quelques repas avec Claire et Jeanne, sans jamais envahir leur espace. Il était là, et sa présence, désormais, ne posait plus de questions. La bibliothèque ouvrit ses portes un samedi matin, sans cérémonie excessive. Claire coupa un ruban symbolique. Les enfants entrèrent en courant. Les parents souriaient, émus. Émile resta en retrait. Mais Claire, dans un geste qui n'appartenait qu'à eux, s'approcha, lui tendit la main et l'entraîna à l'intérieur. Il la suivit sans un mot. Et dans ce silence, une nouvelle histoire commençait.
non pas écrite à l'encre des promesses, mais tissée dans la lenteur des jours partagés, dans la confiance retrouvée, dans l'amour silencieux de ceux qui, un jour, ont osé s'écouter vraiment. Le temps avait passé. Lentement d'abord, comme si les jours hésitaient à tourner la page de ce qui avait été, puis plus sûrement, comme un livre qu'on ne peut s'empêcher de continuer à lire une fois qu'on a accepté l'histoire qu'il raconte. L'automne s'était effacé devant les premiers frissons de l'hiver, et dans le petit village normand, la bibliothèque nouvelle était devenue un lieu vivant, un cœur battant au rythme des enfants, des lecteurs, des rêveurs. Ce qui n'était qu'un projet éteint, un souvenir douloureux ancré dans la perte d'Antoine, s'était transformé en point de rencontre, en refuge pour les âmes curieuses. Claire en était la gardienne discrète. Elle n'avait pas cherché à devenir directrice ou responsable officielle. Elle coordonnait, organisait, écoutait, et toujours avec cette rigueur douce qui lui appartenait. Elle avait refusé les interviews, les photos, les invitations à parler du projet ailleurs. Ce lieu n'était pas un trophée. C'était une continuité, une réponse à un silence trop longtemps imposé. Émile, de son côté, n'avait pas quitté le village. Il n'y vivait pas à plein temps, mais il y revenait souvent. Il passait quelques semaines par mois dans une petite maison qu'il avait louée à l'écart, près d'un bois. Il lisait beaucoup, travaillait peu. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités parisiennes, non par désintérêt, mais parce qu'il avait trouvé un autre sens à son engagement, celui qui ne cherche pas à contrôler, mais à soutenir. Leur relation à lui et Claire ne suivait aucun modèle connu. Ce n'était pas une histoire d'amour éclatante, encore moins un feuilleton. C'était une présence, une intimité construite dans les silences, dans les gestes, dans les habitudes partagées. Ils n'avaient jamais posé de mots sur ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Ils n'en avaient pas besoin. Les soirs passés à lire côte à côte, les promenades en forêt, les repas partagés avec Jeanne, les éclats de rire simples suffisaient à définir une forme d'attachement que les étiquettes n'auraient su contenir. Jeanne, elle, avait grandi. Elle posait de plus en plus de questions, curieuse de comprendre le monde qui l'entourait. Elle n'avait jamais su dans les détails qui était Émile, ni d'où venait son aisance tranquille. Mais elle avait compris une chose essentielle. Il était là. Et parfois, cela valait plus que toutes les explications. La bibliothèque, sous la direction de Claire, devint rapidement un modèle régional. D'autres villages vinrent observer son fonctionnement. Des ateliers furent mis en place, des soirées lecture, des projections, des cercles de discussion. Le lieu accueillait les anciens, les enfants, les enseignants, les artistes de passage. Et à chaque nouveau venu, Claire racontait l'histoire de cette grange transformée, sans jamais mentionner Émile autrement que comme un ami précieux du projet. Lui restait en arrière-plan, fidèle à son choix de ne pas se remettre en lumière. Un jour d'hiver, alors que la neige commençait à tomber, Claire trouva dans la boîte aux lettres de la bibliothèque une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une photo. Elle représentait Antoine, prise sans doute par un parent d'élève, quelques années avant sa mort, en train de lire une histoire à un groupe d'enfants assis sur l'herbe. Derrière, une phrase était écrite à la main. « Certains rêves survivent à ceux qui les portent. » Claire serra la photo contre elle, les yeux humides. Elle ne savait pas qui l'avait envoyé, mais elle savait que ce geste venait de quelqu'un qui avait compris. Ce n'était pas un hommage, c'était un passage de relais. Et dans ce geste silencieux, elle sentit que le deuil avait trouvé une autre forme, celle d'une transmission, d'une continuité assumée. Les mois passèrent encore. L'hiver céda la place à un printemps timide. La bibliothèque célébra son premier anniversaire sans fanfare. Juste une lecture collective en plein air, où Claire lut un poème choisi par Jeanne. Émile, assis à l'écart, écoutait en silence, les yeux fermés. Il ne cherchait pas à être vu. Il voulait simplement être là. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Claire, debout dans sa cuisine, regardait par la fenêtre. Elle tenait une tasse de thé entre les mains, les épaules détendues. La maison était calme. Jeanne dormait. Émile était à Paris cette semaine-là, mais elle savait qu'il reviendrait. Elle ne comptait plus les jours. Elle ne nourrissait plus d'attente. Elle vivait avec cette certitude douce que certaines présences n'ont pas besoin d'être constantes pour être réelles. Elle pensa à tout ce qui avait changé, à ce qu'elle avait perdu, puis retrouvé autrement, à ce que le silence avait permis, à ce que la tempête avait révélé. Elle pensa à Émile, à son arrivée sous la pluie, à sa peur d'être vu tel qu'il était.
Elle pensa à la phrase qu'elle lui avait écrite « Reviens quand tu voudras être toi-même ». Il était revenu, et il était resté. Et tandis que les gouttes glissaient lentement sur la vitre, elle se dit que certaines histoires ne finissent pas. Elles changent simplement de forme. Elles deviennent des chapitres nouveaux, plus calmes, plus profonds. Elles ne cherchent plus à éblouir. Elles cherchent à durer. Elle posa sa tasse, ouvrit doucement la porte d'entrée et regarda. La nuit, puis elle la referma et sourit.